Bonsoir, c'est l'heure de Politique en partenariat avec Slate.fr. Et avec Jean-Marie Colombani, nous recevons cette semaine deux hommes qui ne partagent pas la même religion, mais deux hommes de dialogue, deux hommes de réflexion. Je vous les présente. Jean-François Bensaël, président de l'Union libérale israélite de France et à la synagogue de la rue Copernic. Bonsoir. Bonsoir. Et Tarek Oubrou, imam de Bordeaux. Bonsoir à vous. Alors, avant d'entamer le débat, messieurs, on va commencer par une question générale. Comment vos deux communautés respectives vivent la crispation face à l'extrémisme, quel qu'il soit, en ce moment? D'abord, la notion de communauté est assez complexe parce que les musulmans en tant que citoyens sont dilués dans la société d'une certaine manière. Ils ne sont pas agglomérés dans un espace géographique particulier. Ça dépend de leur appartenance ethnique. Parce que quand on dit communauté religieuse, il y a des appartenances ethniques, algériennes, d'origine marocaine, d'origine turque. Et puis, il y a des variantes culturelles également. Ils n'appartiennent pas tous à la même couche sociale, même niveau intellectuel. Mais il y a un climat régnant qui résume un petit peu le sentiment de ce qu'on appelle communauté musulmane de France et un sentiment d'incertitude, de tentation de repli, parce que tout le monde aujourd'hui a peur. On est dans l'ère de l'inquiétude et de l'incertitude, donc les musulmans n'échappent pas à ce climat régnant. Je peux renchérir par rapport à ce qu'a dit Tarek Oubrou. Les Juifs de France, c'est un très grand ensemble dans lequel les sensibilités sont variées, s'expriment différemment. Il y a cependant un point commun qui est une grande inquiétude. Ce qui ne doit pas nous dispenser de la lucidité nécessaire, mais une grande inquiétude sur la situation présente, qui d'ailleurs peut être très forte dans certains endroits, moins forte dans d'autres. Ça dépend où on habite, ça dépend où on envoie ses enfants à l'école, ça dépend quel est leur rapport à la religion, ça dépend de toute une série de facteurs. Mais globalement, une inquiétude, et notre devoir, c'est de mettre de la lucidité, d'essayer de donner un peu de sérénité. Et de la connaissance. Et de la connaissance. Et la connaissance de l'autre. Et la connaissance de l'autre, bien sûr. C'est un paradoxe d'ailleurs parce que nous sommes une république laïque qui écarte la notion de communauté. Et en même temps, cette république pousse à l'organisation de communautés. Organisation de la communauté musulmane, organisation de la communauté juive, qui est plus ancienne, mais pousse à cela. Et à un moment, certaines parties de l'opinion vous somment de dire que vous n'êtes pas ici solidaire de l'armée israélienne à Gaza et que là, vous n'êtes pas solidaire ou que vous n'avez rien à voir avec les criminels de ce qu'on appelle l'État islamique. Ce qui devrait aller de soi. On devrait considérer au départ que vous êtes, que tout le monde est citoyen et éprouve la même chose. Donc comment vous, l'un et l'autre, vous ressentez cette situation très paradoxale et probablement traumatisante pour ceux qui la subissent? Écoutez, il y a une différence entre représenter une communauté et représenter un culte. Je pense qu'il faudrait peut-être faire cette distinction. Il y a des institutions cultuelles qui représentent la pratique culturelle, mais la communauté, elle est représentée par les députés et le Parlement. Donc les institutions culturelles ne représentent pas des citoyens ni des communautés, mais elles représentent la gestion pratique. Ils ne représentent même pas une théologie particulière ou bien une doctrine particulière. Elle gère le quotidien, les aumôneries, la gestion des mosquées, des temples, etc., qui est une petite partie de la religion. Le reste est dilué dans l'éthique personnelle et individuelle du citoyen, qu'il soit musulman, juif ou catholique. La question, c'est, puisqu'on veut nous renvoyer, puisqu'on veut nous enfermer dans l'idée d'une communauté close, ça veut dire quelque chose. Il me semble que ça veut dire que ça met en évidence, je partage tout à fait ce qu'a dit Tarek, pour les juifs ou évidemment pour les musulmans, mais ça met en évidence que la communauté nationale est faible. C'est ça que ça met en évidence pour moi. C'est qu'on a d'autant plus besoin de nous renfermer dans des prisons, dans des bocaux, dans des locaux, que la communauté nationale, que la société française, hélas, 3 fois hélas, est faible. C'est ça que ça met en évidence. Et puisque nous ne sommes plus capables, hélas, de partager du commun, nous, l'ensemble des Français, pour des tas de raisons. Alors, on va vous enfermer, vous, dans votre communauté. Et évidemment, l'un comme l'autre, on ne veut pas être prisonnier. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Mais c'est ça qui se joue. Oui, C'est- plusieurs choses se confrontent. Mais oui. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment anti-musulman et un sentiment antisémite. Voilà, tout résonne en même temps, dans une même peur, mais qui voyage à travers tous ces sentiments-là. Ah oui, nous sommes dans l'irrationnel. Nous sommes hélas dans l'irrationnel. Ouais, je pense plus que jamais, il faudrait renforcer le modèle républicain qui est basé sur le concept un peu abstrait du citoyen à la rousseauiste. La République n'a de rapport qu'avec les individus. Ce sont les individus qui sont responsables de leur comportement. Ce n'est pas les communautés. Donc il y a un certain discours politique qui favorise le communautarisme, c'est-à-dire essentialiser une communauté qui est diverse par essence. Les gens ne se ressemblent pas, et même la motivation de leur pratique n'est pas la même. Il y a ceux qui ont une pratique identitariste, d'autres qui ont une pratique un peu mystique et spirituelle, d'autres ils ont une pratique culturelle, un rapport culturel par rapport à leur religion. Donc je pense qu'il ne faudrait pas succomber à la tentation de l'essentialisation des communautés qui n'existent pas dans le réel. Alors, par rapport à cette vie des communautés, il y a un phénomène qui est commence à devenir important et inquiétant en France, c'est le départ d'un certain nombre de Français de confession juive vers Israël, avec des chiffres qui ont, semble-t-il, explosé dans la période que nous vivons. Alors, comment vous l'interprétez? Parce qu'il peut y avoir aussi bien un renouveau religieux, mais il peut tout autant avoir le sentiment de la peur qui se répand et qui provoque ces départs, Jean-François Bensaël. Ce qu'on sait, c'est qu'historiquement, l'ALIA, puisque c'est installé en Israël, ça s'appelle l'ALIA de conviction. On sait que dans les dernières années, c'est 2000 personnes par an, 2500 personnes par an. Au 31 août, on est à 6000 personnes. Donc il y a une augmentation vraiment considérable, plus du double. Et on ne peut pas ne pas voir là derrière la peur légitime, la peur compréhensible. Il y a des endroits où c'est vrai, il est très difficile d'être juif. Est-ce que vous leur dites, vous, aux Juifs de France, comme l'a appelé d'ailleurs Bernard-Henri Lévy dans une tribune dans Le Point, est-ce que vous leur dites « restez, ici, ne partez pas » ? Non. Ma conviction profonde, c'est que notre avenir se joue ici. Ce n'est pas en quittant le bateau qu'on arrangera la situation du bateau, ni, je pense, nécessairement la nôtre, parce que on sait qu'il y a de l'ALIA, mais il y a des gens qui reviennent. D'accord ? C'est pas nécessairement facile. Voilà. Donc, effectivement, il y a des décisions individuelles qu'il faut tout à fait comprendre, écouter. Mais collectivement, nous sommes là depuis plus de 2000 ans. Notre sensibilité est l'une des sensibilités de la société française. Imaginez ce que ça voudrait dire que tous les Juifs quittent la France. C'est quoi la France demain alors ? C'est autre chose qui se met. C'est un autre modèle là pour le coup. C'est plus la République comme disait Tarek Oubrou, une laïque et indivisible. C'est un autre pays. Eh bien, Hachel dit. Alors, est-ce que ça voudrait dire que les Juifs de France ne sont plus acceptés, ne sont plus les bienvenus dans le pays des Lumières ? Non, là, je crois qu'il faut faire prudence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essentialiser. C'est-à-dire que je crois que dans la grande majorité, la très grande majorité des Français, j'ai tendance à croire que ce n'est pas un sujet. En revanche, d'accord, c'est vrai que dans certaines poches de la population, il y a évidemment l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, là, pour le coup, très violent. C'est ça la nouveauté. Tarek Oubrou, est-ce que vous le sentez, vous, cette montée, d'abord cet antisémitisme et puis cette radicalité? Mais avant de parler de l'antisémitisme, j'aimerais faire la même remarque. C'est qu'il y a des musulmans, comme des musulmans entre guillemets, qui quittent la France pour des raisons économiques, parce qu'il y a une exclusion économique, et pour des raisons religieuses, parce qu'ils pensent que la laïcité française est un peu agressive, notamment à l'égard d'une nouvelle visibilité qui n'a pas été prévue par une laïcité à dominante culturelle catholique. Donc toute visibilité musulmane est considérée sous le prisme et le paradigme catholique comme un intégrisme. On a du mal à distinguer entre l'intégrisme et le piétisme, etc. Oui. Donc on n'a pas les outils pour discerner les profils psychologiques des pratiquants. Quant à l'antisémitisme, il y a plusieurs raisons à cela. L'antisémitisme théologique n'existe pas dans la tradition musulmane, puisque la plupart des prophètes du Coran sont des juifs. Le Coran est très clair, Dieu a élu le peuple d'Israël, donc il a été choisi. Donc être antisémitisme
antisémite à cet égard-là, c'est commettre le blasphème. Là, je parle en tant que théologien. Il y avait le racisme à l'encontre des Juifs dans le monde musulman pour des raisons économiques, identitaires, etc., mais pas pour des raisons théologiques, parce qu'ils ont un statut théologique privilégié. Mais l'antisémitisme, entre guillemets, de certains musulmans après l'État d'Israël, c'est autre chose. Ce n'est pas l'antisémitisme théologique. On voit dans le juif identifié à l'État d'Israël, à l'agresseur, et donc on n'est pas dans l'antisémitisme du 19e siècle, du 20e siècle occidental. On est dans une autre catégorie entre l'antisionisme avec l'antisémitisme qui se mélange parfois dans l'esprit de beaucoup de jeunes musulmans. Ça, c'est l'impact du conflit israélo-palestinien qui a généré tout cela. Qui est toujours très mobilisateur dans certains secteurs de l'opinion, mais c'est aussi absurde que d'imputer aux musulmans d'être par nature solidaires des terroristes. Si on dit les citoyens de confession juive sont par nature solidaires de ceci ou de cela, c'est une aberration de considérer les musulmans comme complices par un silence qui est gêné. Parce que le silence des musulmans, il faudrait l'expliquer par une gêne dans la mesure pourquoi je vais dénoncer ce qui est d'évidence dénonçable. Sinon, à force de dénoncer, je me sentirais coupable. Je ne me vois pas pourquoi je me repentirais d'un crime perpétré par quelqu'un qui ne m'engage pas. Justement, puisque vous posez le problème, je vous propose d'écouter deux réactions. Celle de Marine Le Pen, qui était de passage à France 24 cette semaine, et puis Christiane Taubira, la garde des Sceaux. On écoute et on en parle. Si j'avais été musulmane, j'aurais pensé au fond de moi, car après tout, on ne peut pas demander à des kidam de prendre la parole, ils n'en ont pas les moyens, donc c'est assez injuste. Mais j'aurais vivement condamné les associations soi-disant représentatives qui, depuis des années, n'ont pas voulu pointer du doigt le fondamentalisme et ont même accusé ceux qui dénonçaient le fondamentalisme d'islamophobie. Il ne m'est jamais venu à l'esprit, moi, de considérer que les Français de croyance musulmane étaient concernés par les actes barbares, meurtriers, criminels, sauvages qui sont perpétrés dans ces lieux. Et bien entendu, les Français musulmans sont musulmans français, ils sont tout simplement français surtout. Voilà, donc en fait, est-ce que, deux avis différents, Marine Le Pen parle de deux choses, mais est-ce que vous pensez que cette justification, elle est nécessaire pour éviter l'amalgame qui est fait par des esprits, on va le dire, souvent simplistes? Je pense que les deux ont raison. Les institutions religieuses musulmanes doivent condamner le condamnable parce qu'ils doivent dire la parole religieuse, mais le citoyen musulman ou juif, pourquoi il doit s'excuser devant la société? À ne pas identifier confondre le fidèle avec l'institution. Le fidèle, il est d'abord un citoyen. On ne lui demande pas de condamner le condamnable. Par contre, le religieux, qui voit la parole religieuse confisquée par des terroristes, par des extrémistes, eh bien, il est dans son rôle que de condamner les aberrations. Cela dit, est-ce que vous croyez, comme l'expliquait Marine Le Pen à l'instant, que il y a eu une sorte d'aveuglement, j'allais dire, des institutions officielles du culte musulman, à ne pas voir venir, à ne pas voir monter quelque chose qui relève de l'intégrisme. Ne pas le dire même. Peut-être de l'intégrisme, on passe à ces départs en Syrie sur lesquels on va revenir d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a eu une sorte d'aveuglement ou quelque chose qui considérait à marginaliser ce phénomène alors qu'il explose aujourd'hui? Je pense que les religions en général, je parle de ma tradition, ont contribué indirectement à la prolifération de ce type d'aberration qui passe de littéralisme piétiste à la violence intégriste. Je parle d'une nouvelle matière qu'il faudrait explorer, la théologie préventive, c'est-à-dire l'impact du discours religieux sur les esprits modernes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes capteurs, n'ont pas le même enracinement dans la... Donc je pense que d'une façon ou d'une autre, notre génération, les primo-migrants, les premiers théoriciens de l'islam, nous avons contribué à une certaine visibilité agressive et qui n'a pas été modérée parce que nous n'avions pas les clés de la compréhension d'une nouvelle génération, comment elles perçoivent le discours religieux. Jean-François Ben Saël. Non, mais c'est sûr que c'est l'enjeu
C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la France, c'est celle-là. C'est que ça doit permettre à un certain nombre d'institutions ou de musulmans de France de penser le rapport à la théologie, le rapport à la religion, de penser comment, en fait, nos religions sont d'abord des religions de non-violence, de méditation de la violence, mais elles ont vocation, elles nous donnent des outils pour dépasser la violence. Caïn et Abel, c'est tout le contraire de la violence. Le prophète Élie, qui est mis à l'écart par Dieu pour avoir expliqué qu'il était un zélé de la violence, Dieu lui dit, c'est suffit, stop, on arrête. Donc c'est ça notre méditation, c'est ça que nous devons servir. Nous devons faire écho, faire résonner ces textes pour faire comprendre que nous méditons le rapport à la violence pour la dépasser. Ce que Dieu demande de nous, c'est d'être des zélés, non pas de la violence, de la terreur, mais de la fraternité. C'est ça le sujet. Il n'y en a pas d'autre. Alors, c'est pas ça. Alors, c'est autre chose. Mais vous Mais êtes parfois- des esprits éclairés. Mais parfois, On a notre le travail à religieux faire. n'a aucun impact sur les fidèles. Il y a une certaine orthodoxie de masse qui s'impose aux religieux eux-mêmes. Parfois, l'homme religieux, il devient comme un politicien. Il doit gérer les frustrations, il doit être à côté de la communauté. Donc, l'homme religieux, parfois, l'institution religieuse, parfois, il a du mal à dire une parole vraie parce qu'il doit gérer des frustrations d'une communauté qui se sentent exclues. Notre responsabilité, parce que les responsables ont des responsabilités, c'est de dire la vérité, parfois d'aller contre. Oui. Il faut aller contre. Il faut aller contre l'embrasement des esprits, la désignation à la vindicte publique de telle ou telle catégorie. Il faut aller contre. Il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut dénoncer, aller contre et dire la vérité. À Copernic, pour vous donner un exemple, on a fait le prix Copernic pour le dialogue, la paix et la fraternité, dans lequel on récompense des initiatives qui peuvent être conduites par des musulmans. On a fait un partenariat avec l'Institut du service civique. Il faut être des acteurs. Il faut mobiliser les gens qu'on peut connaître. Et effectivement, on a parfois une relation lâche. On ne dirige pas vraiment. Mais il faut expliquer, il faut parler, il faut s'exposer. Vous-même, vous êtes, pardon Jean-François Bensel, vous êtes plutôt représentant d'un courant minoritaire dans le judaïsme, Minoritaire en majoritaire France. hors de France, mais Voilà. minoritaire dans le judaïsme. Exactement. Donc vous avez aussi une part de, j'allais dire, de pédagogie, Énorme. pardon de ce terme d'évangélisation aussi qui est... Oui, non, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un bon travail à faire et qu'il est devant nous. Et pour ce qui vous concerne, Tarek Obrou, on revient tout le temps, mais tout le temps depuis tant d'années sur cette question, la formation des imams. Parce qu'au fond, les jeunes qui sont endoctrinés et qui sont incités à partir en Syrie aujourd'hui manquent peut-être d'une parole religieuse qui leur dise le contraire, qui leur prêche le vrai islam. Il faut encadrer Donc, la à chaque formation. fois, on ouais. dit, mais Écoutez, chaque fois on dit oui, mais alors ça renvoie au problème de la formation des imams. Les imams sont formés Cette par... question n'est pas réductible Ouais. au travail de l'imam. Ces jeunes ont passé leur cursus scolaire depuis la maternelle jusqu'au lycée. C'est pas normal qu'on ne leur donne pas les outils critiques de discerner le texte, d'analyser les événements, d'introduire le fait religieux qui, normalement, doit être enseigné et qui ne l'est pas, d'introduire la religion comme une dimension constitutive désormais, malgré la laïcité, mais la laïcité n'est pas contre les religions. Donc, cette laïcité qui pousse à l'anonymat provoque une violence dont l'expression, une fois mise en relief. Donc, je pense que c'est une affaire de la République. Les imams peuvent jouer un rôle. Mais moi, Mais en il faut tant qu'imam, encadrer cette formation mais moi, des en tant imams. qu'imam, comme si j'ai des jeunes devant moi qui sont incapables de comprendre un discours, ils ont un problème avec la langue. Comment ils vont comprendre le discours religieux? Donc, il faut hausser le niveau intellectuel. Bah, ça, c'est et civique. l'éducation. C'est un problème Voilà, d'éducation Voilà, en France. donc il ne faut pas communautariser un problème qui est Et d'abord celui de la sociétal. République et celui de Jean-François La Bensel. question posée, c'est quoi la laïcité demain? C'est ça finalement ce que nous renvoie. Est-ce qu'on l'a suffisamment expliqué, Ce que nous la renvoie. pédagogie Alors, là-dessus? c'est un sujet pour moi déterminant, car évidemment, il ne faut pas jouer avec ça. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que on fait comme s'il n'y avait pas de religion. On ne peut pas dire, parce qu'il n'y a qu'à allumer la télé, c'est évidemment une erreur. Oui. Et donc, comment est-ce que l'État peut faire la pédagogie du fait religieux? À cet égard, j'étais très Oui, alors que étonné les d'une laïcs remarque que m'a fait sont- quelqu'un qui habitait en Alsace. Il m'a dit, non, mais là-bas, il y a beaucoup moins d'animosité en Alsace.
Je dis pourquoi? Il me dit parce que Concordat, on enseigne les religions à l'école, donc les gens ils sont plus habitués, il y a moins la haine tout de suite, les esprits. Mais malheureusement, les musulmans ne sont pas concernés par le Concordat. Voilà une double, une double violence. Ni dans la laïcité, ni dans le Concordat. Ils sont suspendus dans une laïcité où ils ne trouvent pas de place. Mais pour en revenir sur la formation des imams et rebondir sur la question de Jean-Marie, comment est-ce qu'il faut encadrer et comment peut-on faire encadrer cette formation des imams? Première question. Et la deuxième, c'est y a-t-il un islam officiel en France entre le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, et le CFCM, Moussaoui? Comment créer un islam officiel? L'islam officiel, il est fait par les théologiens, les théoriciens, pas les représentants des institutions. On a besoin de docteurs dans le sens théologique du terme. Moi-même, je travaille sur la théologie de l'acculturation, donc voilà, penser les normes de l'islam dans la culture occidentale. Donc je convoque tous les mécanismes de l'herméneutique classique pour les appliquer à la modernité, à la laïcité. Je travaille sur la sécularisation de l'islam. Donc il y a un travail doctrinel qui se fait. Peut-être avec un certain retard, mais c'est une question de temps. Je pense que les musulmans, il y a une nouvelle génération de théoriciens, de théologiens, de canonistes qui sont en train de travailler un islam sécularisable d'une certaine manière. Et cette formation des imams? Mais le problème en islam, c'est que l'imam, ce n'est pas une question de niveau intellectuel. On n'est pas dans l'église catholique où il y a le séminaire, dont il est ordonné, etc. Non, c'est comme dans le judaïsme, c'est comme dans le protestantisme. Aujourd'hui, je suis imam, demain, je suis footballeur. Donc, il n'y a pas de clergé. Voilà, il n'y a pas de clergé. Donc, les gens, parfois, ils passent d'une profession à une autre. À mon avis, là, c'est un bon sujet de travail. C'est que, effectivement, dans le judaïsme, ça se passe exactement comme vous le dites, sauf que, avec le temps, se sont organisés des séminaires. Oui, le consistoire, vous avez mieux organisé que les musulmans. Et donc, je pense qu'il est nécessaire d'organiser ces séminaires. Ce n'est pas la même nature. Le problème, c'est que nous sommes partagés entre plusieurs pays d'origine. Les Marocains, les Algériens, etc. Ce qui complique un peu la variable, l'équation. Il y a plusieurs variables qui entrent dans les Marocains qui veulent former leurs imams, les Algériens, etc. Et moi, personnellement, je suis contre cette immixtion des pays étrangers dans la théologie, dans l'organisation des musulmans de France. En France, s'agissant des musulmans. Vous-même... on assiste quand même à une tentation intégriste dans chacune des grandes religions, sauf les protestants, mais on le voit du côté de la religion juive, il y a une extrémisation, on le voit à plusieurs signes, il y a une extrémisation à travers notamment le salafisme chez les musulmans, et il y a une extrémisation qui est en train de naître aussi, très identitaire chez les catholiques, notamment les catholiques de France. Comment regardez-vous il y a aussi les mouvements protestants. Les mouvements protestants, également les nouveaux mouvements protestants sont venus d'Afrique. Voilà, mais par l'immigration africaine. Plutôt en Amérique latine, en Afrique, mais pas encore. En gros, je pense qu'il y a tout un débat aujourd'hui chez les protestants, les nouveaux courants protestants. Mais comment regardez-vous ces mouvements-là? Ne serait-ce que parce que l'Église catholique en France étant dominante, ça va naturellement peser aussi sur le débat politique, parce qu'in fine aussi, vous êtes face à un débat politique qui se saisit de toutes ces questions. On le voit avec le mariage pour tous. Voilà. Il me semble que quand on va mal, on a envie d'en découdre. C'est un invariant. Et donc, la régression intégriste, c'est son moteur. C'est de montrer qu'en fait, non, on ne va pas mal, mais en fait, on va très bien. Et d'ailleurs, regardez-nous dans la rue, nous sommes nombreux, nous sommes puissants. Ceci étant dit, on est dans un moment historique où il appartient à nous deux, mais à des tas d'autres, de lutter contre cette régression, d'expliquer, d'indiquer pourquoi elle ne mène nulle part, de montrer qu'on n'est pas les uns contre les autres, mais qu'on est ensemble. Là, on va célébrer le même jour chacun nos grandes fêtes. On est ensemble. Moi, je reçois à Kippour des imams. Et donc, nous avons un rôle, une pédagogie énorme pour faire comprendre que l'intégrisme, le repli sur soi, la ghettoisation, le rabougrissement intellectuel ne mènent nulle part. Est-ce que vous pensez que le dialogue interreligieux, qui avait notamment été initié par Jean-Paul II, est-ce que vous pensez qu'il est à un bon niveau en France, ici, aujourd'hui, maintenant? Est-ce qu'il est à un bon niveau ou est-ce qu'il est parcellaire et trop partial? Il est à deux niveaux. Il y a le dialogue entre juifs et chrétiens,
qui existe depuis, allez, disons au moins 50 ans et peut-être bien plus. Donc celui-là, il est organisé, y compris il y a des formes institutionnelles de ce dialogue. En revanche, il n'y a pas encore de dialogue judéo-musulman qui soit vraiment organisé. Peut-être pas à l'échelle nationale, Pas mais, l'échelle dans, nationale. mais dans Localement, les villes. il y a, mais dans les localement, villes, il y a nous avons un contact, une relation régulière avec une mosquée, par exemple. Mais effectivement, il n'est pas pensé au niveau national. Mais peut-être, est-ce que la question israélienne, les conflits et certains extrémismes, on parle bien sûr des colonisations, est-ce que ça ne contribue pas, bien sûr, à nourrir cet affrontement en France? Et il n'y a pas là une responsabilité aussi? Et est-ce que vous avez demandé à la communauté juive de vous excuser pour parfois des faits extrémistes en Israël ou pour les représailles d'Israël sur Gaza, par exemple? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'on vous a demandé aussi des comptes, de vous désolidariser, parfois des attaques brutales, de la brutalité parfois? Est-ce qu'on nous a demandé des comptes? Est-ce qu'on nous a demandé de nous désolidariser? Oui, est-ce qu'on vous a demandé, par exemple, eh bien, de vous justifier sur la brutalité parfois d'Israël, vis-à-vis de Gaza, par exemple? On l'a vu ces derniers mois. La question est un peu... Elle est un peu compliquée. En fait, oui, comment est-ce qu'on peut les décomposer? Elle est un peu cash, mais... Non, c'est pas gênant ça. Mais c'est grosso modo, c'est vrai que dans l'esprit des Juifs, Israël, c'est le rempart contre l'antisémitisme. Donc ça crée une réaction, là pour le coup, passionnelle, totale. Il faut voir ça. Ensuite, un certain nombre expriment leur critique. Un certain nombre expriment leur critique. Oui. On en connaît plein. Mais il n'y a pas d'expression collective en disant est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre. D'abord parce qu'on a bien conscience que notre engagement, il est aussi français. On ne veut pas importer. On nous dit on n'a pas envie d'importer un conflit, qui est quand même d'abord un conflit de territoire. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas plus dangereux pour une religion que de s'identifier à un système politique. Parce que toute erreur politique va se répercuter négativement sur l'aspect théologique. Donc on a besoin d'une sécularisation, ce que j'appelle une démarcation. Il y a deux postures, la posture politique et la posture religieuse. Il faut sauver la religion des aberrations politiques et ethniques. Voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment sortir ce principe actif, ce noyau spirituel, le sauver de cette carcasse économique, politique. Il faut toujours sauver la religion du risque de la manipulation, parce que le pouvoir aussi, il a besoin de mobilisation. Bien sûr, et pour mobiliser, la religion est toujours là. On commence laïque et on finit intégriste. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va peut-être parler de la radicalité donc de ces jeunes en France, avec des chiffres, hein, c'est du concret. C'est le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui les donnait il y a quelques jours. Je vous propose de l'écouter. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. La menace est réelle. Elle est réelle et la vigilance est totale. Elle est réelle pourquoi? Parce que nous avons près de 1000 ressortissants français qui sont engagés dans des opérations, soit qu'ils sont sur le théâtre des opérations. Près de 365 Français sont combattants dans les groupes terroristes. C'est précis comme chiffre. Voilà, cette radicalité, vous la sentez, vous, autour de vous, monter? Vous savez, les jeunes qui partent comme ça, il y a plusieurs motivations. Il y a des gens qui sont sincères, ils pensent qu'ils vont rendre service à leur corps religionnaire, surtout que la position de la France est à côté des rebelles et pas celui à côté de... Ce qui était un catalogue, ils ne sont pas partis à Gaza, ils sont partis à une région où la France est impliquée à côté des rébellions. Donc indirectement, on a créé un mouvement qui, par la suite, est devenu un mouvement d'extrémisme, et puis de la rébellion, on est devenu à Daesh, donc on a enrôlé, on a embobiné des jeunes sur place. Donc il y a plusieurs itinéraires, mais je pense que l'accueil de ces jeunes-là, il doit être de manière faite individuellement, parce que je pense qu'ils n'ont pas la même intention et les mêmes motivations. Il y a des gens qui sont très violents, qui sortent de la prison et qui... Oui. Voilà, ils subsument cette violence laïque, entre guillemets, par une violence religieuse, donc ils donnent un vernis islamique. D'autres, ils sont sincères, embrigadés par l'Internet. Donc je pense qu'il y a plusieurs traçabilités, mais c'est un mouvement inquiétant. Oui, très inquiétant, parce que du jour au lendemain, les gens ne comprennent plus rien à cette jeunesse qui a grandi ici en France, et du jour au lendemain,
Ils cherchent la mort ailleurs. C'est Il y inquiétant a un pour problème nous. identitaire aussi, peut-être sentiment qu'ils Mais sont à cheval. Tariq Oubrou disait très justement tout à l'heure qu'il fallait aussi regarder du côté de leur formation, du côté du fait qu'ils ont toujours vécu C'est en pas normal. France et qu'il n'y a pas C'est pas pourquoi normal. incriminer à un moment un imam qui aurait été défaillant ou autre, alors qu'ils ont eu probablement très peu de contacts. Ils n'ont jamais jusqu'alors. contacté les mosquées, ces Et gens-là, que tout d'un généralement. coup- Et tout d'un coup, il y a cette espèce d'embrasement de mouvement qui les saisit. Ce qu'il faut faire Jean-François. comprendre, dans la poursuite de ce que disait Tariq Oubrou, la dernière question, c'est qu'on peut tout à fait soutenir Israël sans penser qu'ici, c'est la guerre avec les musulmans. Ça n'a aucun Oui, il sens. faut séparer les conflits. Non, mais c'est pour ça séparer que les je vous posais la variables. question. Voilà. Ouais. Les séparer. Et dans vous disiez, vous jugez vous-même que c'est un mouvement inquiétant parce que vous sentez qu'il y a, je veux dire, qu'ils peuvent continuer à faire des émules, ou vous sentez qu'il y a aujourd'hui quand même une prise de Il y a un conscience risque. suffisamment forte qui fait Non, que... non, il y a un risque réel. Le retour de ces jeunes-là, s'il n'est pas canalisé, il risque de commettre l'irréparable. Donc il y a un risque réel, il ne faut pas être naïf. Quand on s'habitue à la violence, on a nourri des monstres en Afghanistan. Voilà, on a mobilisé le djihad contre les Russes, et puis après, on n'a pas su gérer ce djihadisme, on l'a canalisé ailleurs, et puis voilà, on refoule les problèmes, et ça risque de nous exploser au sein de notre société qu'on veut garder vraiment paisible et à l'abri de ce type de dérapage. Il y a un risque. Et est-ce qu'il peut y avoir une sorte de mobilisation générale dans des lieux qui sont des lieux à risque de tout ce qui est pas seulement religieux, mais éducateur, etc. Est-ce qu'il y a je ne sais pas, quelque chose à trouver et qui n'est pas encore été trouvé, qui permettrait justement de faire un peu contre-feu ou une contre-éducation ou une contre-propagande à tous ces... Ce phénomène nous alerte. Et toute la société doit être mobilisée contre ces phénomènes-là. Les masses médias, le politique, le religieux, l'éducation nationale. Il faut prévenir de futurs dérapages. Il faut dès maintenant commencer le travail. Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut récupérer parce qu'il y a de nouvelles générations également dont la frustration augmente au fil du temps. Donc, dès maintenant, voilà, on a le symptôme. Il nous indique quelque chose qui est très profond, un malaise très profond chez une population qui se sent à tort ou à raison exclue, et dont l'exclusion peut générer une violence. Donc il faut traiter en profondeur, pas le symptôme, mais l'étiologie de ce phénomène-là. Et on voit bien que l'enjeu, c'est le modèle français, la vie en France, Bien aujourd'hui, demain. C'est quelle France on va être capable d'inventer pour se sortir des difficultés économiques, sociales, pour faire la paix civile, pour faire... C'est quoi le citoyen de demain? Et on voit bien qu'on est dans un moment de mutation Ah oui, un moment. extraordinaire. Absolument. Où toutes les variables, j'allais dire, sont en mouvement, qu'elles soient géopolitiques ou même à l'intérieur même de nos sociétés. Un grand chambardement du monde. Il y a la mondialisation. Il faut penser maintenant le monde de demain. Pour nous, en France, il faut penser la France de demain. Et ça, justement, peut-être vos rapports avec les politiques, c'est pour ça que, Tariq Oubrou, je pose la question, vous êtes de Bordeaux, par exemple avec Alain Juppé, donc le maire de Bordeaux et futur candidat, enfin pas futur, candidat à la primaire pour l'Élysée en 2017. Est-ce que vous en parlez avec lui? Est-ce que vous avez un dialogue? Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que vous pouvez l'alerter aussi de ce que vous Nous avons entendez? une tradition à Bordeaux. Bordeaux Partage est un moment organisé par la mairie où toutes les religions sont réunies en public. Donc il y a un débat entre les institutions et les Bordelais. Donc on a un moment annuel où il y a cette rencontre. Et puis il y a le dialogue interreligieux avec les juifs, avec les catholiques et parfois de manière collective. Donc nous avons fait un travail sociétal à Bordeaux. Vraiment, à cet égard-là, on peut dire qu'on est un petit modèle à exporter. Et ce dialogue-là, vous l'avez aussi... Oui, absolument. Ça, depuis des années, on a dialogue avec la mairie, dans ses différentes composantes, les pouvoirs publics, on a un vrai dialogue. Mais j'ai eu une idée en vous écoutant, c'est ce qu'on devrait faire, de même qu'on le fait, nous, à Copernic, avec l'église d'Auteuil, on le fait de l'étude de texte. On devrait ensemble étudier nos textes dans un petit groupe de travail. Oui, l'intertextualité, C'est important l'herméneutique de montrer, comparée, c'est c'est important de montrer. intéressant. Voilà une idée qui est... C'est important de montrer de quoi on parle d'ailleurs. Mais attendez, vous savez de quoi vous parlez? Dire aux gens, étudions les textes. Ça vaut pour les projections qu'ont certains juifs sur ce qu'il y a dans le Coran, et de la même façon pour les projections qu'ont un certain nombre de musulmans sur ce qu'il y a dans le Je vous assure que les gens vont être troublés. Les gens vont être troublés, les gens vont... Qu'y a-t-il de commun dans ces textes?
Qu'est-ce qui vous rassemble dans ces textes-là? Euh, À part bien sûr la paix, l'amour de l'autre. Religions révélées comme le christianisme. Il y a un même Dieu, même si on n'a pas tout le temps la même interprétation. Même au sein des religions, il n'y a pas toujours la même interprétation. Mais il y a une croyance en un Dieu existant, agissant, communiquant, exigeant un retour de la part, etc. De compassion, Il y a paix, les valeurs, bienveillance. la dignité, la paix, les prières, la méditation, le travail sur soi, ce qu'on appelle le djihad majeur, le combat contre son propre ennemi, etc. Oui, mais- Donc on a beaucoup de choses en commun, avec bien sûr des variantes canoniques et théologiques, mais le socle, le fond est le même. Est-ce que l'esprit éclairé peut, on va dire, éclairer l'obscurantisme, Si l'esprit on ne simple? croit pas que l'esprit éclairé peut éclairer l'obscurantisme, alors il faut rentrer chez soi et se mettre à dormir. Oui, sinon vous Que pouvez peut-on faire fermer. d'autre? Que peut-on faire d'autre? Non, l'intégrisme se développe dans des foyers d'ignorance et de frustration C'est l'ignorance. économique, etc. L'ignorance. Je pense qu'il faut élever le niveau intellectuel de nos concitoyens pour pouvoir comprendre la complexité d'un texte. Et ça, c'est l'école, c'est le rôle de l'éducation. Oui, française. et en même temps, on a vu quand même qu'il y avait, mais ça c'était plus vrai au moment des attentats du 11 septembre, c'était plutôt des gens bien formés, bien éduqués, mais bon, en même temps, ils étaient, Ils sont Ils des étaient dans ingénieurs, mais ce ne sont pas des théologiens. c'est vrai, mais ils étaient dans un combat très politique, anti-occidental, Bien sûr. anti-américain. J'ai dit etc. l'idéologie. Il Ils y a sont dans aussi une peut-être idéologie, pas dans une théologie. Il y a peut-être un autre regard aussi ici même à porter sur notre propre pays, sur notre propre modèle, qui ne soit pas constamment à le considérer comme obsolète ou comme Ah oui. Non, non, Certains quand- c'est indispensables. toute la difficulté. Je pense qu'il faut le Jean-François renforcer. Ah non, c'est indispensable. Il faut voir la chance qu'on a ici en France. L'esprit français, l'esprit républicain, c'est une chance exceptionnelle. Oui, mais il y compris cet esprit républicain. Est-ce que la notion de laïcité en France, elle est comprise par Parfois, par certains? il m'arrive souvent de parler plus de la laïcité que de la religion musulmane. Parce que le problème, c'est que même nos concitoyens non musulmans ou ceux qui se réclament de la laïcité ne comprennent pas le sens et l'histoire et l'archéologie de la laïcité. Mais- Donc, Mais cependant, il faut rétablir un regard fondamental sur la laïcité, pas un regard idéologique et politiste de la laïcité, instrumentaliste. On est dans l'instrumentalisation de la laïcité. Vous Or, êtes la très laïcité- optimiste, oui. La laïcité, c'est parle- pas une catégorie à côté des religions. On n'est pas en Belgique où la laïcité est une catégorie à côté des Absolument. Vous catégories. lirez, oui. non, mais c'est ce qui a commencé à être fait, c'est l'idée de la morale laïque. C'est ce que C'est toute la question de l'enseignement d'une morale à c'est toute la l'école question d'une morale à l'école. qui Et avait c'est- été lancée par par Vincent Payon, et c'est le sujet de la morale laïque. Autour de la morale laïque, on peut évidemment tous se retrouver, évidemment. Et peut-être donc aujourd'hui, face à la montée de cet État islamique, est-ce que vous diriez que c'est plus un sujet, on va dire, politique, un projet politique ou qui se cache derrière la religion? Est-ce que ce n'est que religieux? Quel regard aujourd'hui vous portez sur ce nouveau monstre, hein, on va dire? C'est un désordre organisé. On l'a créé, on a créé le monstre. Qui? Bon, des États. C'est directement issu du On a chaos, utilisé- on a utilisé- Syriens et le chaos Irakiens. irakien Voilà, dans la oui. région. Il y a ceux parmi les musulmans britanniques qui ont appelé à pas en mon nom. Mhm. Ils ont ils souhaiteraient qu'on cesse de parler de l'État islamique pour les appeler groupes non islamiques. Groupe parce que c'est pas un État et non islamique parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam, avec la religion musulmane. Mais cela dit, Mais le ont fait est guère là, de et chances d'être ça entendus. réclame malheureusement de l'islam. C'est Oui. c'est ça le problème. Et quel regard vous portez sur ce mouvement qui est né en Grande-Bretagne, Not in my name, pas en mon nom, qui a fait, qui n'a pas encore pris cette ampleur-là en France, mais de cette mobilisation. Vous savez, le modèle républicain français, on n'est pas dans le communautarisme anglo-saxon où il y a On les n'a pas besoin de ça. communautés. Nous, en tant que citoyens, on condamne universellement et laïquement l'aberration et puis on laisse les institutions religieuses dire ce qui est le bon islam du mauvais islam, l'islam français, l'islam démarqué. C'est quoi le mauvais islam et le Ce bon qu'on islam? voit à la télé à travers Daesh, c'est l'exemple à éviter. Jean-François Ben Sahel. Non, mais on n'a pas besoin de... Nous avons la République. Alors, évidemment, on peut déplorer qu'elle soit faible. On peut déplorer... Il faudrait expliquer ce qu'elle est, cette République. On peut déplorer, il faut déplorer que l'esprit public soit aussi faible. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras.
Ça, c'est pas notre façon de Oui, voir. bon, on a remarqué que vous ne baissiez pas les Ah non, bras, absolument. tous les deux. Vous étiez Et comme deux dit- vigies. Et comme dit la sagesse, pessimisme de la raison est optimisme de la volonté. Eh bien, écoutez, nous terminerons sur cette belle phrase. Merci beaucoup, Jean-Marie. À jeudi prochain. Merci à vous Merci deux. à vous. Et puis, bien sûr, vous pouvez revoir cette émission sur www.france24.com et sur slate.fr. Merci et à très vite.